à vous d'être présent pour la rencontre d'aujourd'hui en compagnie de Boris Cyrulnik. Merci surtout à Boris Cyrulnik, car c'est grâce à lui que nous sommes tous ici présents. Boris Cyrulnik a un livre puissant et léger qui vient paraître chez Odile Jacob, Le Dernier Né, Sauve-toi, la vie t'appelle. Alors Boris Cyrulnik, est-ce que nous laissons tous une première fois avec une date officielle qui nous accompagne tout au long de notre existence? Vous, c'est le 26 juillet 1937. Et ensuite, est-ce qu'on passe sa vie de façon officieuse à renaître de différentes façons, que cela soit dans son théâtre intime, dans sa crypte, comme vous dites dans votre ouvrage, et ou sous les lumières de l'espace public? Alors oui, on est tous deux fois. On est une première fois, on n'a aucune mémoire de notre naissance, mais on est bien obligé de nous croire, puisque les autres nous disent qu'on est né à une certaine date. Alors dans la salle, vous venez tous de naître, donc, et pourtant déjà, vous ne vous rappelez pas la date de votre naissance. Vous ne vous rappelez pas votre naissance, alors que vous vous rappelez la date de votre naissance, c'est-à-dire c'est ce que les autres ont raconté de vous. Et il y a une deuxième naissance qui est celle de la représentation que vous faites de vous-même. Les premières images, les premiers mots, les premiers événements, c'est-à-dire que c'est la naissance de votre histoire, ou plutôt, comme vous l'avez presque dit, de la représentation qu'on se fait de soi-même. Représentation au sens théâtral du terme. C'est-à-dire que des mises en scène intimes, des scénarios, des mots, des images qui nous représentent, et on dit que c'est notre identité. Alors le défi de nous raconter votre histoire de naissance, vos histoires de renaissance, dans votre théâtre intime, il y a différentes voix qui se font écho. Il y a la voix de l'enfant que vous avez été, la voix de l'enfant que vous pensez avoir été, l'adolescent, l'adulte que vous êtes devenu, le neuropsychiatre, l'écrivain, surtout le grand humaniste que vous êtes, et j'en passe. Dès lors, le défi justement de votre livre, c'est d'harmoniser toutes ces voix pour éviter la cacophonie. Alors, non, vous avez raison. Ce qui est étonnant, c'est que alors qu'il nous arrive une foule d'événements hétérogènes, on a une seule représentation de soi, comme s'il y avait un fil continu. Alors que lorsqu'on fait les enquêtes, alors dans ce livre, j'ai fait, comme vous vous apprêtez à le dire, un souvenir et une critique du souvenir. C'est-à-dire le souvenir et je me suis pris comme objet de science. Or, lorsqu'on fait des questionnaires, par exemple, à des enfants, des adolescents de 14 ans, on met le questionnaire de côté, on refait le même questionnaire quand on arrive à les retrouver 30 ou 40 ans plus tard, et on voit leurs réponses. Ça n'est plus du tout pareil. Alors, c'est une expérience qui a été faite par Ofer, je crois que je la cite dans le livre, vous qui c'est tout. Je crois que je la cite dans le livre. Il prend une population de 77 adolescents de 14 ans. Et il leur pose 50 questions. Parmi ces 50 questions, j'en ai retenu 3. Est-ce que vous vous plaisez à l'école? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous étiez populaire? Est-ce que vous avez été humilié par les châtiments corporels? Parce que quand il avait posé les questions, il y avait encore des châtiments corporels. Il met les 50 questions de côté et sur les 77 adolescents, 36 ans, on va dire après, il en retrouve 67. Il leur repose les mêmes questions. Il a gardé les questions de l'âge de 14 ans. Il leur repose les mêmes questions. Est-ce que vous vous plaisez à l'école? À 14 ans, 25% des adolescents répondent oui, je me plais à l'école, 75% disent je préférerais être ailleurs. À l'âge de 50 ans, est-ce que vous vous plaisiez à l'école? 50% oui, qu'est-ce que je me plaisais à l'école. Est-ce que vous étiez populaire? À l'âge de 14 ans, 15-20% disent oui, j'ai des copains, je suis populaire. La même question à l'âge de 50 ans, est-ce que vous étiez populaire? 60% des gens répondent oh, j'avais plein de copains, les femmes étaient folles de moi. C'est-à-dire qu'on a un remaniement, et la dernière question, c'était l'époque où
les châtiments corporels étaient encore autorisés, puisque les châtiments corporels ont été interdits en Angleterre en 1985, hier. Et les châtiments corporels étaient très humiliants, surtout en Angleterre, où on fessait les garçons à cul nu devant la classe. Donc c'était très humiliant. Et à l'âge de 14 ans, est-ce que vous êtes humilié par les châtiments corporels? 82% des adolescents répondent « je suis très humilié par les châtiments corporels ». À l'âge de 50 ans, ils sont plus que 20 ou 25% à dire « on ne sait rien, tout ça j'en ai vu d'autres ». Justement, Boris Cyrulnik, la différence de ces réponses selon le temps qui passe, c'est que finalement notre défi, c'est de trouver du sens, de la cohérence, de notre passé, de nos souvenirs, peu importe que les choses soient vraies ou pas, ce qui nous aide à vivre, c'est justement de trouver cette cohérence-là, parce que c'est toute la question du ressenti que l'on garde de notre passé. Absolument, mais c'est toujours vrai, vous avez dit vrai ou pas, c'est toujours vrai. On ment pratiquement pas, du moins comparé à ce qu'on pourrait mentir, c'est même miracle qu'on mente si peu. On pourrait mentir énormément, on ment à peine, c'est ça qui est incroyable. Alors, ce qui est important, c'est le partage. Il m'est arrivé quelque chose, si je suis seul, je le rémunère, si je suis avec quelqu'un, je le partage, je suis moins un monstre. S'il y a de la vie aussi autour du souvenir, c'est important qu'il y ait de la vie autour du souvenir, et comment justement on va partager ce qui se passe à ce moment-là, c'est ça qui va donner la tonalité à la cohérence à venir. Voilà, c'est exactement ça, c'est parce qu'il y a ce mystère, cette mémoire curieuse qui fait que tout ce qui est, je mets dans ma mémoire intime que ce que vous y avez mis, vos disputes, vos sourires, vos événements, vos rencontres ratées, ma mémoire intime n'est composée que de rencontres réussies ou ratées. Alors ça, c'est un mystère, et la preuve, c'est que quand on travaille avec les enfants abandonnés, les enfants seuls, au moment de leur isolement, ils n'ont aucun souvenir, rien, le trou, pas de souvenir. Je ne peux avoir un souvenir de moi que s'il y a un autre. C'est je est un autre, ça a déjà été dit. C'est dommage parce que je trouve que l'expression est très bien, très belle, c'est dommage qu'elle ait déjà été dite. Alors on l'aura bien compris, il faut surmonter la souffrance, c'est la souffrance qui va surmonter la souffrance qui va nous amener vers la liberté. Alors Boris Cyrulnik, la liberté de se taire ou la liberté de parler? Alors, vous avez pas une question plus facile? Et ça a été votre questionnement de votre enquête, de votre contre-enquête, puisque dans votre théâtre intime, vous êtes réinventé de nombreuses années avant de nous offrir aujourd'hui la vision publique, la vision de votre renaissance, de vos renaissances. Vous avez cru longtemps aussi que se taire était la solution. Puis après, maintenant, je pense que vous pensez que parler est la solution, mais quand on vous lit, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, ni parler, ni se taire. C'est le ressenti du lecteur. Alors, je n'ai pas le temps de lire. Alors, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que la liberté, on en parle beaucoup, mais c'est dur à acquérir. Et moi, j'emploierais plutôt l'expression de degrés de liberté. C'est-à-dire qu'on arrache des degrés de liberté, mais la liberté totale, elle ne peut pas exister. On n'est pas libre de tous nos choix. On est libre de gagner un degré de liberté, de choisir ça ou ça, mais dans l'ensemble, on est quand même embarqué par les événements, les rencontres, les autres, la culture, la guerre, la paix. Alors, pour ce qui est de mon histoire, pendant la guerre, j'étais contraint à me taire. Ma liberté, pendant la guerre, si je voulais ne pas mourir, il fallait que je me taise. C'était clair, il n'y avait pas de discussion, je devais me taire. C'était ma liberté. Ou alors, si je disais qui j'étais, je mourrais. Même si j'allais à l'école, je mourrais. Et j'ai eu la chance de ne jamais aller à l'école. Alors, après la guerre, j'aurais bien aimé raconter, mais c'est vous les normaux qui ne pouviez pas me croire. Vous entendre, parce que pour pouvoir parler, il faut que l'autre puisse entendre. Voilà, exactement. Et quand après la guerre, je racontais ce qui m'était arrivé, ou bien les adultes éclataient de rire,
vous avez bien entendu, ou bien les adultes éclatent de rire, qu'est-ce qu'il va chercher cet enfant, mais qu'est-ce qu'il raconte, ou bien il me disait, mais arrête un peu de te plaindre, nous aussi on a souffert, nous aussi on n'avait pas de beurre. Je vous affirme, il y a des gens dans la salle qui ont entendu cette phrase. Je vous affirme. Alors, ou alors, tiens, va t'acheter des bonbons, tu racontes de belles histoires. Alors ça, je me suis dit, bon, ben, c'est plus la peine de parler, les adultes ne sont pas des gens sérieux, et je crois que je n'ai pas changé d'avis. Légèrement, par écrit, je dirais, avec ce livre qui est un livre de transmission, et je veux dire, la transmission est importante, c'est elle qui nous aide à grandir, c'est la transmission qui nous éclaire, et puis surtout, je dirais, par rapport à aujourd'hui, la transmission est sans doute encore beaucoup plus importante qu'avant, parce qu'elle permet de remettre l'humain au centre du monde, au centre de nos intérêts, et l'humain a bien besoin de cet éclairage-là aujourd'hui. Oui, alors j'accepte une phrase comme ça, c'est que je pense que notre culture est en train d'évoluer tellement vite vers une technologie qui est stupéfiante, qui est extraordinaire, qu'on oublie les relations humaines. Or, quand je suis face à mon ordinateur fait des communications stupéfiantes, il ne fait pas de relations. Je n'ai jamais vu mon ordinateur hocher la tête et m'approuver. Il n'a jamais fait ça, ni sourire, jamais. C'est-à-dire que, au point de vue communication, alors là, il fait des performances stupéfiantes. Mais au point de vue relation, j'aime beaucoup mon ordinateur, mais il est assez moyen sur le plan relationnel. Finalement, Boris Cyrulnik, la véritable richesse de l'existence, c'est la rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, celle qui permet de nous resituer, de nous réinventer et d'avancer si on ne reste pas enfermé dans la souffrance du passé. Tout à fait. Et je pense que, vous avez dit tout à l'heure, vous avez rendu public. Je ne pense pas comme ça. Je pense que même si ce livre va faire combien, vous avez dit 400 000 exemplaires ? Même si ce livre fait 400 000 exemplaires, ça sera 400 000 relations intimes. Parce que le nombre de gens qui me taquinent en me disant « Vous avez parlé de moi à la page 100 ?» Ben non, je parlais de moi. Pour une fois, eh ben, non, j'ai tort. C'est la condition humaine. Ce qui m'est arrivé, plein de gens ont partagé ça, ou l'équivalent, ça, ou quelque chose comme ça, ou de toute façon, comme disent les gens, vous m'avez fait comprendre quelque chose qui m'est arrivé, qui est différent. C'est un événement différent. Mais dès l'instant où on est humain, on partage la condition humaine, les événements sont différents, mais nous, on partage les mêmes réactions de désespoir, d'agression, de fuite, de protection, etc. Donc c'est 400 000 relations intimes. Mais Boris Cyrulnik, comment se fait-il que certains parviennent à entendre l'appel de la vie et d'autres pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les événements, souvent, nous rendent sourds à cet appel de la vie. On a l'impression qu'on vit dans un monde de plus en plus désenchanté et d'être sourd parmi ce collectif. Alors, l'idée qui me vient, c'est que quand, à l'aube de l'humanité, les groupes humains faisaient 25 à 30 personnes minimum, 300 personnes maximum. On se connaissait tous. On s'aimait, on se détestait, c'était des grandes familles, on se connaissait. Maintenant, on ne peut plus se connaître tous, même si on dit bonjour, on salue, on sourit, et on est obligé de se représenter les autres, mais on n'en a plus l'expérience, on ne les connaît pas. Quand on vivait par groupe de 30 à 300 personnes, quand on était chasseur-cueilleur, moi, chasseur-cueilleur, je savais qui était courageux, qui était lâche, qui savait construire une arme, qui savait construire un piège. Je savais tout ça. Actuellement, je ne peux plus le savoir. C'est-à-dire que même dans mes proches, je ne sais plus, ils partent à l'école, ils reviennent, ils ont des diplômes. Nos enfants vivent dans un monde incroyablement différent de celui de leurs parents. Alors qu'avant, les enfants vivaient dans le même monde que celui de leurs parents. Vous pouvez les comprendre. Maintenant, ils vivent dans un autre monde. Il y a une ou deux générations, on mourait dans le lit où on était né. On avait une langue, une religion, une terre, une valeur, une morale, on se connaissait. Or, aujourd'hui, maintenant, on vit
4 vies à toute allure au sprint. On parle 3 langues, on fait 3 couples, avoués, c'est-à-dire officiels. Donc ça veut dire que ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de connaître au sens biblique du terme. Connaître, c'est l'éprouver. On n'a plus ce temps, on a des connaissances abstraites, stupéfiantes, on n'a plus cette connaissance de l'intimité qu'on avait avant. Je pense qu'avant on le payait, hein, parce que vivre pendant... L'espérance de vie avant était très brève, hein, puisque jusqu'à la découverte de Semmelweis, c'est-à-dire la prophylaxie de l'accouchement, 1836. Hein. Donc avant, jusqu'à la prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Et les hommes mouraient entre 50 et 60 ans. C'était pas la peine d'inventer le divorce, il suffisait d'attendre qu'elle meure. C'est-à-dire que, c'est peut-être un peu cynique ça, non? C'est-à-dire que les conditions de vie ont incroyablement changé. Maintenant, c'est elles qui nous enterrent. Elle meurt à 120 ans et nous à 100 ans seulement. Donc ça veut dire que les conditions d'existence sont complètes. C'est une autre manière d'être humain. Alors, puisque vous évoquez la mort, et pour oublier ce petit côté cynique qui vient de jaillir, votre éditeur présente votre livre comme étant les mémoires de Boris Cyrulnik. Est-ce que la source de l'appel de la vie se tarit aujourd'hui? Est-ce qu'écrire ces mémoires, c'est regarder derrière et plus regarder devant? J'ai oublié. Alors, non, tout à l'heure, vous avez dit le mémoire. Pourquoi est-ce qu'on est tous contraints, invités, bénéficiaires de la mémoire? Un exemple. Vous êtes dans votre jardin, et puis à un moment, vous êtes fatigué, vous rentrez dans le salon, dans votre salon, et vous voyez vos adolescents devant la télé, sur un divan devant la télé, et ils sont horrifiés. Ils regardent la télé, il se passe un événement extraordinaire sur l'écran de la télé. Vous regardez la télé, et vous voyez monsieur machin en train de s'apprêter, il touille son sucre, on dit touiller en belge, il touille son sucre dans une tasse de thé. Il n'y a rien, pour vous, vous êtes dans le jardin, c'est d'une banalité extrême. Pour vos adolescents, c'est un événement terrorisant, merveilleusement terrorisant, parce que c'est un film policier. Et vos adolescents qui ont de la mémoire, parce qu'eux n'étaient pas dans le jardin, ils savent que la voisine a mis du cyanure dans le thé. Et que si vous buvez la tasse de thé, parce qu'ils ont la mémoire du passé, vous allez mourir. C'est parce qu'ils ont l'anticipation. Vous qui étiez dans le jardin, vous n'avez ni la mémoire, n'ayant pas la mémoire, vous ne pouvez pas avoir l'anticipation. Pour vous, vous voyez une banalité. Madame Machin ou Monsieur Machin qui touille sa tasse de thé. Pour vous, c'est une banalité. Pour vos adolescents qui ont la mémoire, c'est un événement extraordinaire, c'est un roman policier délicieux. Voilà pourquoi on est contraint à la mémoire, on en bénéficie, mais parfois on est piégé par la mémoire, c'est le syndrome psychotraumatique, quand la mémoire n'est plus évolutive, quand on ne peut plus apprendre, quand on ne peut plus voir les choses autrement, comme disent les gens, c'est une belle expression, je ne peux plus voir les choses autrement. Et c'est la fonction du cinéma, c'est la fonction des romanciers, c'est la fonction de tous les gens de parole de nous faire voir les choses autrement. Et si on n'a pas cette mémoire évolutive, on est prisonnier du passé, ça se répète, je revois la même image, j'ai été blessé dans mon enfance, je revois la même image, je ne pense qu'à ça, ça me revient la nuit dans les cauchemars, ça se répète, c'est la prison du passé. D'où la nécessité des gens qui nous invitent à changer de représentation, soit représentation au sens théâtral du terme, changer de représentation de soi. Et alors à ce moment-là, la mémoire devient évolutive. Alors je ne sais pas si Boris Cyrulnik regarde vers derrière ou demain, peu importe, l'important c'est le ressenti, comme vous l'avez dit, d'être présent dans le moment, de trouver de la cohérence, du sens. De toute façon, quand on a lu votre livre, on sait que l'appel de la mort n'est pas important. Vous l'avez défié
dans votre passé, dans votre enfance, puisque c'est elle qui vous a permis de vous personnaliser, c'est vous qui le dites, donc la question de la mort ou de la vie n'est pas une question cruciale. Non, parce que la mort, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. Et que de toute façon, toutes les cultures ont inventé des rituels pour accueillir les jeunes. Et ces rituels avaient pour fonction de leur signifier « vous êtes plus fort que la mort ». Alors par exemple, dans les cultures africaines, il y a un schéma. Tu as 12 ans, 13 ans, tais-toi, tu es trop petit, tu es un enfant et tais-toi. Puis tu as 13, 14 ans, tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte. Alors on ne sait pas comment te parler. Alors on va t'enlever du groupe des enfants, on va te mettre dans la forêt, face aux lions, face aux sorciers, face aux monstres de la nuit, mais on ne va pas t'abandonner. On va t'imprégner de culture et on va te dire les chants, les danses, les mots, les rituels, les armes dont tu devras te servir pour être plus fort que le lion, le sorcier, la mort qui voudra te happer. Et quand tu reviendras, tu seras initié. Tu auras vu la mort et tu en auras triomphé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit que les jeunes rentrent très fiers d'eux et désormais, leur parole est accueillie comme celle d'un jeune adulte. Ils ont été initiés. Or, notre culture qui a fait ça pendant très longtemps ne le fait plus. Maintenant, on n'accueille plus les jeunes, ou alors on a des rituels bien plus terribles, on a le baccalauréat. Et le baccalauréat, c'est 2 ans de souffrance. Alors que les petits Africains, c'est une cérémonie d'une journée. Et en une journée, ils passent du stade de l'enfance au stade du jeune adulte. Et fier d'eux en plus, fier d'eux. Alors que nous, pendant 2 ans, t'as pas compris le théorème de Pythagore, t'es nul. T'as pas compris ça, passe ton bac d'abord. Et quand tu auras ton bac, de toute façon, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, notre culture, pas vous bien sûr, mais notre culture, on passe notre temps à ne pas accueillir les jeunes et à les décourager de la vie. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas tristes ? Mais justement, pour remettre des rites et réenchanter ce monde qui est particulièrement désenchanté, il y a les livres, Boris Cyrulnik, c'est notre éclairage d'aujourd'hui, et comme vous le dites aussi avec beaucoup d'humour, il faudrait parfois se faire interdire de librairies comme ceux qui se font interdire de casinos. Où est-ce que vous savez ça en effet? Je l'ai dit une fois. C'est le photographe, juste ici derrière moi pour dire les sources, il m'a glissé ça à l'oreille. Dans le magazine français. C'est vrai, je l'ai dit une fois. Mais... Alors, oui, mais il ne faut pas me prendre au sérieux. Là. Non, la preuve, c'est qu'on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui.